Bonjour, merci. C'est un plaisir de partager avec vous cette recherche que je mène depuis quelques années. Et j'ai pris un contre-pied déjà esquissé par Muriel, l'intimité comme lieu de la violence. L'intimité est menacée, mais elle peut être aussi le lieu de la violence, et on parle aussi de ça depuis ce matin. Alors, donc je travaille dans un CMPP, dans banlieue sud. Je reçois des familles, des enfants, des adolescents. Et le point de départ de cette recherche, il y a quelques années, c'était je voyais une petite fille de 5 ans en consultation. Et un jour, elle me dit qu'elle reçoit des coups de ceinture à la maison. Je reçois la mère et j'en parle avec elle. Et elle vient d'un autre pays, mais elle pourrait venir aussi de Bretagne, d'Auvergne ou d'Île-de-France. Et elle me dit, ben voilà, moi j'ai été élevée comme ça, c'était dur, mais c'est grâce à ça que j'ai réussi, c'est comme ça qu'il faut élever les enfants. Donc c'était un peu compliqué. Et puis une autre fois, j'ai vu un petit garçon qui était très inhibé. Je me dis, il reçoit des coups de ceinture à la maison, j'en parle aux parents, ils viennent de Guyane en l'occurrence, et on m'a appris qu'il faut rencontrer l'enfant avec les parents, sinon si on reçoit les parents sans l'enfant, on n'a plus la confiance de l'enfant. Et le père me dit, oui d'accord, on va arrêter, mais maintenant on n'a plus d'autorité sur l'enfant, maintenant vous auriez dû me recevoir sans lui. Alors je me suis dit que ça méritait une recherche. Alors, de quoi on parle? Les châtiments corporels, c'est l'utilisation de la force physique avec l'intention de faire subir à l'enfant de la douleur. On l'oublie parfois, ça fait mal, ça doit faire mal, mais sans blessure, dans le but éducatif de corriger ou de contrôler le comportement de l'enfant. Alors, c'est une définition donnée par le sociologue américain Murray Straus, un des premiers à faire des travaux là-dessus. Les médecins, les psychiatres, tout ça, ne travaillaient pas là-dessus jusqu'à il y a quelques années. Donc, le critère qui retient, c'est sans blessure. Et en fait, c'est un critère, vous l'avez vu, avec les deux exemples précédents. Les coups de ceinture, ça peut faire mal, ça peut laisser des traces. Et ses parents étaient en pleine légitimité, pensaient faire leur devoir éducatif. Donc c'est un critère socialement, culturellement restreint. Et donc j'ai élargi cette définition en changeant le critère de sans blessure, je dirais, de manière culturellement légitime, c'est-à-dire non interdit, dans la société ou le groupe social où vit l'enfant, avec une atteinte physique variable. Ça peut y avoir des marques ou pas. Alors les mauvais traitements, c'est la transgression, au contraire, des normes juridiques, éducatives, morales du groupe social. Des coups de ceinture dans une culture, c'est éducatif. Dans une autre culture, c'est des mauvais traitements. C'est ainsi que si moi je vais en Suède et que je donne une claque à mon fils, je serai rappelé à l'ordre très, 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 très nettement. Ou même en Allemagne, on ne rigole pas avec ça. Donc voilà, selon le pays où on est, et si on est en situation de voyage, de migration, on touche du doigt justement ces côtés culturels de la définition. Alors, il y a les châtiments corporels qui ont été très étudiés, mais aussi les autres violences éducatives, la violence psychologique. Le Comité des droits de l'enfant les a définis et les estime tout aussi cruelles et dégradantes que les coups. Donc c'est les humiliations, chantage, dénigrement et moquerie systématique, culpabilisation, silence imposé, menace de perte d'amour et d'affection, menace d'abandon, de placement. Allez, sors vite, sinon moi je vais te laisser là, tu vas voir, je vais te placer, etc. Donc c'est de la violence. La violence verbale, crier. Crier, c'est aussi quelque chose, vous allez le voir, qui a des effets. Alors la fréquence, eh bien, à peu près dans toutes les sociétés, c'est environ 80%. En France, en Amérique du Nord, etc. Sauf chez certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs, les Pygmées, les Inuits, les Bushmen du Kalahari, des sociétés sans chef qui ne frappent pas les enfants. On y reviendra. Donc, sauf les démocraties qui les ont interdits, la Suède, les pays nordiques, la plupart des pays européens, mais sauf les USA, le Royaume-Uni, le Canada et la France. Alors, les effets. Chez l'enfant, contrairement à ce que dit le sens commun, c'est pourtant bien, pour reprendre le livre d'Alice Miller, favorise le passage au mauvais traitement.
3/4 des mauvais traitements sont précédés de punitions. Ça favorise la violence et les comportements antisociaux, au point que quand je reçois un enfant qui est très agité en classe, il est tout le temps chez le directeur, je demande aux parents comment vous le punissez. Ah ben, je lui donne une bonne claque, comme ça il va comprendre. Ah bon? Et donc je leur dis, écoutez, en fait, ça aggrave les choses. Ça peut donner de l'anxiété, de la dépression, de l'hyperactivité. Donc, avant de donner de la Ritaline devant un enfant hyperactif, peut-être se demander comment il est puni. Altération du développement cognitif, ça a été mesuré. Chez l'adolescent, usage d'alcool et de médicaments. Et on a montré aussi par l'imagerie cérébrale des altérations des structures cérébrales impliquées dans la mémoire et l'émotion et le contrôle. Chez l'adulte qui a été frappé, on a une augmentation de la dépression, des troubles anxieux, de l'alcoolisme, comportement agressif envers le conjoint et les enfants, diminution d'accéder à un emploi de haut niveau et d'avoir un revenu élevé. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a une relation linéaire avec la gravité et la fréquence des châtiments corporels, et donc il n'y a pas de différence quantitative sur la gravité et l'intensité des effets, elle est linéaire, donc il n'y a pas de différence en fait, entre châtiment et mauvais traitement. Les châtiments sont des mauvais traitements légers, les châtiments sont des mauvais traitements, les sévices sont des châtiments graves. Donc il y a un continuum. Donc cette distinction en fait ne tient pas, culturellement et aussi de manière épidémiologique. Les facteurs associés, il y en a un certain nombre, je retiens la religion. Le fait d'être protestant fondamentaliste aux USA, c'est à peu près un quart de la population, avec une lecture littérale de la Bible, est un facteur décisif. Toute chose égale par ailleurs, c'est le seul facteur qui reste, être protestant fondamentaliste avec une croyance fondamentaliste. Évidemment, le fait d'avoir été frappé. Et donc, ayant vu cette étude-là, je me suis intéressé à la question culturelle de la religion. Alors, dans le judaïsme, dans la Bible, on a une quinzaine de proverbes qui recommandent de frapper l'enfant. Tant qu'il y a de l'espoir, châtie ton fils, mais ne va pas jusqu'à le faire mourir. La folie est ancrée au cœur de l'enfant, le fouet bien appliqué l'en délivre. Il y en aura encore une quinzaine. Alors avec le christianisme, on arrive avec Augustin d'Hippone, à l'invention du péché originel. Avec cette recherche, j'ai découvert que c'est Augustin qui avait inventé le péché originel. Et il écrit dans ses nombreux livres que l'homme corrompu a engendré des enfants corrompus et condamnés comme lui. L'enfant naît porteur du péché originel. Pourquoi les férules, les fouets, les verges? Pour vaincre l'ignorance et réprimer la convoitise, deux mots qui, avec nous, entrent dans le monde. Et la convoitise a une dimension sexuelle. Donc là, j'ai partagé avec vous ce tableau qui montre la Vierge corrigeant l'enfant Jésus devant 30 témoins. Donc vous avez Breton, Éluard et Le Peintre qui sont là. Donc le péché originel est resté un dogme jusqu'à Vatican II et a dominé la pensée occidentale jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à Rousseau. Chez les protestants, là je vous ai mis l'affiche du ruban blanc de Peter Michael Haneke, qui montrait comment un pasteur très méthodiquement, très calmement, donner des coups de bâton à son fils qui torturait un enfant handicapé, et plus il le tapait, plus il était pervers. Donc chez les protestants, Calvin voit dans la nature de l'enfant, donc Calvin en rajoute sur Augustin, une semence de péché déplaisante et abominable. Calvin impose donc une conscience aggravée de la présence du mal dans l'âme des hommes. Donc au XVIIe siècle, on conseille aux parents de briser la volonté de leur enfant en le fouettant jusqu'à 10 fois. 10 fois. Donc ça, c'est le protestantisme conservateur. Il y a un protestantisme libéral aussi qui se démarque, il faut le rappeler. Mais donc, comment chasser Satan du cœur de l'enfant? Et le meilleur moyen, c'est de pratiquer une discipline intelligente au moyen de châtiments corporels administrés avec un instrument. Donc, on retrouve l'équivalent dans l'islam, je vais passer, je n'ai pas le temps, on retrouve aussi ça dans toutes les religions, polythéisme, le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Un mot sur le discours freudien, puisqu'on est à Gypsy. En un mot, les psychanalystes et Freud sont passés à côté de la question. Un enfant est battu, pour Freud, c'est un fantasme, un trait de perversion, aucun rapport avec la réalité, le fantasme d'être battu. Et dans l'homme aura,
il y a un passage assez curieux où, d'une part, Freud reconnaît la réalité des coups qu'a reçus le patient dans son enfance. Lorsqu'il était très petit, il avait commis quelques méfaits que son père avait punis par des coups. Et le patient avait eu d'ailleurs toute sa vie une peur terrible des coups. Et d'ailleurs, il se lève de temps en temps complètement effrayé sur le divan. Et pour Freud, les fantasmes de suicide et de meurtre sont une réaction à une rage extrêmement violente, certes, soustraite au conscient, rage dirigée contre la personne, pas celle qui a frappé, mais celle qui trouble l'amour par l'interdit oedipien. Donc tout est intrapsychique, c'est l'interdit oedipien. La violence éducative n'a aucun rôle dans la genèse de la névrose. Et il a fallu attendre quelques décennies, jusqu'à vraiment pas longtemps, pour que les psychanalystes se penchent un peu sur la question. Alors, je vais vous parler de la France, et on va voir comment la famille, si vous voulez, est un lieu privilégié de cette violence. Les violences légères sont condamnées par le Code pénal. Elles sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises sur un mineur de 15 ans. Circonstance aggravante si l'auteur est un ascendant. Bon. Mais dans la famille, figurez-vous qu'il y a un droit de correction et qui est cité dans la jurisprudence, c'est-à-dire c'est un droit coutumier, ce n'est pas un droit écrit, qui n'est en principe pas opposable au droit écrit. Et dans la jurisprudence, je vous ai cité cette décision de la Cour d'appel de Caen de 82, il est certain que les coups de pied au derrière, la bousculade, les oreilles ou les cheveux tirés, les calottes, les gifles et même les coups de règle, lorsque de telles violences sont le fait des parents, ne sauraient être considérés comme excédant leur droit de correction. En d'autres termes, si je donne une claque à mon fils, j'exerce mon droit de correction. Mais si je donne une claque à votre fils, le code pénal s'exerce. Et je le sais très bien et je ne m'y risque pas, alors que je donne une claque comme je veux. Donc, absolument, vous allez porter plainte, je vais avoir 3 ans de prison. Dès lors, bien sûr, qu'il n'en est resté aucune trace apparente établissant une brutalité excessive. Donc, on se considère des châtiments et pas des sévices selon ce critère arbitraire dont je vous ai parlé. En fait, ce que ce droit de correction exprime, c'est une relation sociale, une relation de propriété. C'est mon enfant, j'ai le droit de le frapper. C'est ce que disent tous les pères. Ce que disait Bruno Le Maire quand la France a été condamnée par le Conseil de l'Europe en 2015 pour ne pas interdire les châtiments corporels et supprimer le droit de correction. Je dénie au Conseil de l'Europe le droit de me dire comment élever mes enfants. Donc j'ai le droit d'élever mon enfant, je peux le taper, mais pas celui du voisin. Comme jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il était toléré que je tape ma femme, mais pas celle du voisin. Si je tape votre femme, voilà, ça se passera mal. Et il a fallu effectivement le mouvement féministe contre les femmes battues des années 70 et jusqu'à maintenant pour pénaliser en fait les violences conjugales. Avant, je pouvais frapper mon esclave, mais pas le vôtre, etc., mon domestique. Donc c'est une relation de propriété, une relation qu'on va voir qui est une relation de domination. On peut faire tout à fait le parallèle entre la domination envers l'enfant et la domination envers les femmes, domination masculine. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que en 1989, la France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant, avec quasiment tous les autres pays, sauf les USA, qui prévoit l'interdiction des violences envers l'enfant. Mais le Comité des droits de l'enfant a interpellé, qui est chargé de veiller à l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant, reçoit tous les pays tous les 4 ou 5 ans, et en 2006, 2009, 2016, a demandé explicitement à la France d'interdire explicitement le droit de correction. Je dis la femme parce que les femmes passent le plus de temps avec les enfants que les pères, et donc c'est elles qui donnent la majorité des coups. Mais à temps égal passé, les pères tapent plus que les mères. La France disait, mais non, nous on est clean, vous voyez, le code pénal interdit les violences légères, avec une mauvaise foi absolue, et on refusait d'interdire le droit de correction. En 2014, un député, Lambert, Europe Écologie Les Verts et quelques autres, ont déposé un amendement, un projet de loi sur l'autorité parentale visant à interdire explicitement les châtiments corporels. Laurence Rossignol, secrétaire d'État à l'époque, dit non, écoutez,
on va reporter ça dans une loi sur la protection de l'enfance à l'automne prochain. Ils disent OK, cet amendement n'a pas figuré dans la loi suivante. Fin 2016, fin de quinquennat, la dernière loi, égalité et citoyenneté, on propose encore un amendement. Cette fois, il passe, on n'a plus rien à perdre. Il faut dire qu'en 2015, Laurence Rossignol avait dit, écoutez, c'est une question difficile, la France a besoin d'apaisement, on va faire de l'information. L'information ne suffit pas, il n'y a qu'une loi, ça a été montré dans des études comparatives en Europe, avec l'information qui peut modifier les comportements. Ce qu'elle visait, en fait, on sortait de la manif pour tous. Et vous avez vu comment c'était majoritairement soutenu par les religieux fondamentalistes de tout poil, et relancer une guerre religieuse en France en interdisant la fessée, le gouvernement Hollande n'a pas voulu en prendre le risque. Donc en fin de mandat, on y va, on fait un amendement, il est retenu. Sauf que cet amendement n'a pas de lien particulier avec le texte essentiel, le texte de la loi, c'est un cavalier législatif. Et le 29 janvier 2017, le Conseil constitutionnel le retoque à juste titre pour des raisons de forme. Le lendemain, dans la ville où je travaille, une adolescente de 15 ans qui n'était pas allée à l'école a été frappée à coups de ceinture par son beau-père pendant 1 heure. Il a fait un arrêt cardiaque et en est mort. Dans les 3 semaines qui ont suivi, 3 autres enfants ont été punis à mort par leurs parents. Donc il y a peut-être une question de responsabilité des politiques dans ces morts. Il y a plusieurs dizaines d'enfants qui sont punis à mort par leurs parents. Alors, le 29 novembre 2018, c'était vendredi dernier, vous avez peut-être entendu parler, malgré une autre actualité brûlante, une proposition de loi présentée par la députée modem Maud Petit a été discutée à l'Assemblée. Et donc, il s'agissait d'ajouter à l'autorité parentale ce texte. Les enfants ont droit à une éducation sans violence. Les titulaires de l'autorité parentale ne peuvent user de moyens d'humiliation tels que la violence physique et verbale, les punitions, les châtiments corporels, les souffrances morales. Donc, il y avait plusieurs amendements qui visaient à préciser, à augmenter cette définition. Ce texte a été annulé et le seul texte qui a été voté, l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Donc les termes punition ou châtiment corporel ont été éliminés. Un amendement visant à interdire explicitement le droit de correction a été annulé. C'est le résultat d'un accord passé entre République En Marche et LR en amont de la discussion du vote. Donc selon Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, une organisation qui travaille avec l'UNICEF et l'UNESCO, cette loi, si elle est votée dans ces termes, ne correspond pas à une interdiction des châtiments corporels et la France ne pourra pas être le 54e pays à interdire les châtiments corporels en France. On verra ce que ça fera au Sénat et après. Donc voilà, si vous voulez, comment la famille et l'État maintient cette relation de propriété qui permet une violence. Alors pourquoi est-ce qu'on en est là ? Bien, des études anthropologiques comparatives sur les Human Area Files, qui est un échantillon, qui reprend toutes les 5000 sociétés pré-industrielles, il y a des échantillons, on peut faire des études quantitatives, ont montré que la violence éducative est associée à la hiérarchie sociale. Donc, plus le niveau de hiérarchie sociale est élevé, 1, 2, 3 niveaux, quand il y a des chefs, quand il y a des rois, quand il y a des castes, quand il y a des nobles, quand il y a des pauvres, quand il y a des paysans, quand il y a des bourgeois, il y a plus de violence éducative et d'ailleurs plus de violence envers les femmes. Les deux sont associés. La pratique de la guerre. C'est pour ça que les chasseurs-cueilleurs, chez certains d'entre eux, on n'a pas de violence éducative. Il y a la domination masculine, mais une femme ne peut pas donner à une femme un ordre à une autre femme, ni un homme à un autre homme. Donc cette violence éducative se révèle en fait un élément de la production et de reproduction de la hiérarchie sociale. C'est-à-dire, les protestants l'expriment très bien, breaking the will, c'est-à-dire il s'agit de briser la volonté de l'enfant. J'ai presque fini. Breaking the will, donc on soumet l'enfant et on inculque la hiérarchie, on reproduit la hiérarchie. 2 mots, comment faire ? Comment éduquer un enfant de façon non violente ? C'est une question ouverte. On arrive à des questions intéressantes quand on aura vraiment interdit les châtiments corporels. Donc les Américains ont beaucoup travaillé là-dessus. Je vous signale quelques livres récents, il y en a de plus en plus. C'est une recherche à faire maintenant. S'il y a des gens qui veulent faire des thèses, des mémoires, des recherches là-dessus, ils sont bienvenus. Il y a du matériel, tout ça n'est pas évalué. Ça vient beaucoup de la psychologie humaniste de Carl Rogers, donc la communication non violente. On est dans cet univers-là. On parle un petit peu de Bowlby, de l'attachement, de temps en temps de Dolto.
Alors, je vais conclure sur Hannah Arendt, qui a parlé de l'autorité, et on en a parlé déjà ce matin. Dans Qu'est-ce que l'autorité, un texte il y a quelques décennies, eh bien, elle écrit ceci. Puisque l'autorité requiert toujours l'obéissance, on la prend souvent pour une forme de pouvoir ou de violence. Pourtant, l'autorité exclut l'usage de moyens extérieurs de coercition. Là où la force est employée, l'autorité proprement dite a échoué. L'autorité, d'autre part, est incompatible avec la persuasion par argument qui présuppose l'égalité. Donc, il peut y avoir une hiérarchie, mais il s'agit d'accepter la hiérarchie qui peut être juste et mise en question par la personne qui l'accepte à tout moment, ce qui rejoint les deux communications précédentes. Je vous remercie.